À votre réunion. Donc, déjà, je vais me présenter parce que, bon, personne ne me connaît. Je m'appelle Hélène Leclerc, je suis membre du comité central de la Ligue des droits de l'homme et co-animatrice du groupe de travail national Jeunesse et droits de l'enfant. Moi, je vis à Metz et je fais partie de la section Ligue des droits de l'homme de Metz. Voilà. Donc voilà, juste en deux mots. Alors, vous m'avez invité donc pour parler de deux choses. La première chose, c'était pour parler des 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors bon, ça fait un petit peu réchauffer parce que c'était le 30 novembre 2019. Hein. Votre réunion était prévue au mois de mars et puis bon, en début d'année, puis elle a été reculée. Hein. Mais bon, si vous voulez, je vous en parlerai quand même parce que bon, c'est un sujet important. Et puis le deuxième sujet, c'était au sujet des écoles privées hors contrat. Et là, vous avez fait beaucoup d'études, de recherches, vous avez, voilà, c'est un sujet qui vous est familier. Donc je pourrais peut-être vous dire des choses que vous savez déjà, en tout cas, bon, apporter ma contribution sur le sujet. Voilà. Donc, si ça vous va, je vais commencer par évoquer les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc, c'était en 89 hein, que cette convention a été signée, 30 ans le 30 novembre 2019. Bon, comme vous le savez, la Convention internationale des droits de l'enfant, son axe fondamental, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, bien sûr. Cette convention définit des valeurs fondamentales. L'enfant devient un sujet de droit. Bon, toutes choses très importantes que vous connaissez. Alors, juste pour votre info, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, je ne sais pas si vous me voyez, parce que moi, je ne me vois pas, je suis curieusement, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que vous me voyez sur l'écran? Très bien. On voit très bien, oui. Donc ça, c'est le petit, la Ligue des droits de l'homme a fait un petit livret sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Et si ça vous intéresse, on a fait aussi un petit livret simplifié en direction des enfants, des jeunes, hein, qui est assez bien fait. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que, bon, toutes ces belles intentions, en fait, elles restent toujours à défendre, bien sûr, dans le monde entier, mais aussi en France. Gilbert Klein vous a communiqué un document qui a été rédigé, fait par le groupe de travail Jeunesse et droits de l'enfant de la Ligue des droits de l'homme. Ce document s'appelle « Les atteintes aux droits de l'enfant en France aujourd'hui ». Et c'est cet axe-là que nous avons travaillé pour les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, quand on dit atteinte aux droits de l'homme, aux droits de l'enfant, pardon, atteinte aux droits de l'enfant, c'est dans deux grandes directions. Ce sont les atteintes aux droits de l'enfant dans le cadre intrafamilial et les atteintes aux droits de l'enfant dans le cadre institutionnel. Alors, juste donc ce document que vous pourrez lire ou que vous avez peut-être lu détaille tout cela, quoi. Alors, simplement, quand on parle d'atteinte aux droits de l'enfant dans le cadre intrafamilial, eh bien sûr, ça fait référence à la maltraitance. Mais la maltraitance, elle commence par ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. Alors, qu'est-ce que c'est que les violences éducatives ordinaires? Eh bien, ce sont l'ensemble des pratiques punitives tolérées ou même des fois recommandées pour bien éduquer les enfants. Alors, il se trouve que ces violences éducatives ordinaires sont interdites en France explicitement par la loi du 10 juillet 2019, pas 1900, 2019, 10 juillet 2019. C'est une loi qui est venue bien tardivement parce qu'on était un des derniers pays européens à accepter ces violences dites éducatives ordinaires. Voilà. Ce sont des violences qui portent bien sûr atteinte aux droits de l'enfant, qui portent atteinte à sa dignité et à son intégrité physique et mentale. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Eh bien, on peut penser que c'est bien, mais
cette loi-là, il faut qu'elle puisse être appliquée. Or, il n'y a pas beaucoup de mesures, il n'y a même pas du tout de mesures contraignantes associées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanctions prévues. Et surtout, il n'y a même pas eu de vraie campagne de sensibilisation et d'accompagnement de cette loi. Hormis, maintenant, quand les gens se marient en mairie, il leur est lu l'article 371.1 du Code civil qui dit que l'autorité parentale doit s'exercer sans violence physique ou psychologique. Et l'autre point, c'est que dans le carnet de santé maintenant, le nouveau carnet de santé du bébé, d'un enfant qui naît, il est fait référence au syndrome du bébé secoué. Parce que ça, le bébé secoué, c'est une des causes de mortalité les plus importantes pour les bébés. Hein. Voilà. Donc, ce sont les deux seules choses qui sont apparues. Mais il n'y a pas eu vraiment de campagne à ce sujet. Voilà. Donc, ça, ce sont les violences éducatives ordinaires. Elles ne sont pas à sous-estimer. Parce que, bon, c'est comme pour les violences faites aux femmes. Comment dire, c'est la pointe visible de comment dire, c'est le substrat, c'est le fondement de tout ce qui peut dériver ensuite. Et ce qui peut dériver ensuite, eh ben, c'est les décès pour de la vraie maltraitance. Alors, en France, il faut quand même savoir que le bilan de l'enfance maltraitée, il est terrible. En France, et ça, c'est vrai depuis au moins une quinzaine d'années, et ça, les chiffres ne changent pas, c'est tous les ans la même chose. On a un enfant tué par ses parents tous les 5 jours. Et ça, quand on lit ça, au début, on n'y croit pas, quoi. On se dit, c'est pas possible. Un enfant tué par ses parents, pas tous les 5 jours. Et ça continue. Donc, ce sont des infanticides qui sont absolument insupportables et qui s'inscrivent souvent, pas toujours, mais souvent, dans un climat de violence conjugale. Alors, voilà, donc ce qu'on peut dire à ce sujet. Bon, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Hein. Je pourrais vous dire que les bébés qui meurent le plus, ce sont les tout petits, etc. Enfin bon, et après, on peut rentrer dans les détails pour voir mais disons, voilà ce qu'on appelle les violences dans le cadre intrafamilial. Hein. Juste, voilà. Alors maintenant, en termes de violence institutionnelle, alors il y en a de plusieurs sortes. Hein. Alors par exemple, une des violences institutionnelles évidentes en ce moment, c'est l'enfermement des enfants étrangers dans les centres de rétention administrative. Alors vous avez ce qu'on appelle les CRA, hein. Vous avez des enfants qui sont accompagnés de leur famille, qui sont enfermés en CRA, et vous pouvez aussi avoir des mineurs non accompagnés. Alors là, il faut savoir qu'en 2018, alors on n'a pas encore les chiffres pour 2019, en 2018, il y avait quand même 208 enfants qui avaient, en France métropolitaine, hein, qui avaient été enfermés dans les centres de rétention administrative. Et alors par contre, ailleurs, ça explose. Par exemple, à Mayotte, on a eu en 2018 1221 enfants enfermés dans les centres de rétention administrative de Mayotte, quoi. Donc c'est terrible. Ça contrevient complètement aux articles de la Convention internationale des droits de l'enfant qui disent que tout enfant doit être protégé de toute sanction due notamment à la situation juridique de ses parents. Parce que là, les enfants, ils sont directement pénalisés par la situation administrative de leurs parents, quoi. Et puis l'article 37 qui dit qu'on n'a absolument pas le droit de priver de manière arbitraire de liberté des enfants, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une violence institutionnelle, enfin on peut la mettre dans ce cadre-là. Dans le cadre des violences institutionnelles, il y a aussi eu, et il y a toujours, la réforme, si on peut dire, de la justice des mineurs. Ça s'inscrit là-dedans. Il faut savoir que la justice des mineurs était organisée autour et à partir de l'ordonnance du 2 février 1945, que cette ordonnance a été abrogée et remplacée par un code pénal de la justice des mineurs. Alors, on n'est plus du tout dans le même esprit.
C'est-à-dire que l'ordonnance du 2 février, c'était une justice des mineurs protectrice, plutôt protectrice. C'est-à-dire qu'on considérait que tout jeune délinquant, en fait, c'était avant tout un enfant en danger. Hein, et que la justice, elle était plutôt protectrice. Alors que le nouveau code de la justice des mineurs, c'est pas du tout ça. C'est un empilement, une compilation d'articles de loi qui viennent répondre à des infractions. C'est-à-dire que telle infraction, c'est telle pénalité, etc., etc. Voilà. Donc ça, il faut savoir qu'en France, l'année dernière, en 2019, il y avait quand même 894 enfants qui étaient incarcérés. Enfants, c'est-à-dire, on dit enfant, un jeune de moins de 18 ans. Hein. 894 enfants incarcérés, et c'est un nombre qui va en augmentant d'année en année, quoi. Donc c'est un vrai souci, l'incarcération des mineurs. Alors, autre forme de, comment dire, d'atteinte aux droits de l'enfant au niveau institutionnel, c'est l'accès difficile à l'école. Alors, ça peut paraître fou dans notre pays, mais en 2019, la défenseur, c'était encore le défenseur des droits, avait quand même recensé, ah non, c'était pas le défenseur des droits, c'était la défenseure, Madame Aznave, qui avait recensé 100 000 enfants qui n'étaient pas scolarisés à la rentrée 2019 en France. Et on ne voit pas pourquoi ça aurait baissé cette année, hein, au contraire même, avec les mois qu'on a passés. Donc, ces 100 000 enfants qui ne sont pas scolarisés, ben, qui sont ces enfants? Alors, en fait, on en a trois catégories. Première catégorie, ce sont les enfants qui vivent en habitat précaire, alors les enfants de bidonville, de squat, des enfants d'hôtels sociaux, des gens du voyage, auxquels s'ajoutent bien sûr les mineurs étrangers isolés, hein, qui ne sont pas pris en charge par l'ASE, et ils sont nombreux. Autre groupe, eh ben, il y a tous les, comment dire, les communautés les plus pauvres d'outre-mer. Alors à Mayotte, par exemple, toujours Mayotte, il y a 5000 enfants, il y aurait, parce qu'on ne sait pas en réalité, il y aurait environ 5000 enfants non scolarisés à Mayotte, et il serait 10 000 en Guyane, selon la Croix-Rouge, donc bon, c'est énorme. Et troisième catégorie, il y a les enfants handicapés qui, faute de structures adéquates, hein, restent à la maison ou ont des scolarités très parcellaires. Par exemple, il y a des enfants handicapés qui peuvent avoir 1 heure de scolarité par jour, quoi, hein, voilà. Donc, en gros, voilà les catégories d'enfants non scolarisés. Alors maintenant, pourquoi? Eh bien, parce que les mères déjà ne font pas leur boulot, hein, puisque normalement, il y a une obligation faite aux mères de dresser chaque année la liste de tous les enfants scolarisables dans sa commune. C'est-à-dire tous les enfants scolarisables. C'est-à-dire, pour ça, il faut qu'ils se donnent les moyens de les trouver. Hein. Ça compte les enfants qui vivent en squat, etc. Mais là, il faut se donner les moyens. Il y a ça. Et puis, il y a eu aussi jusqu'à maintenant, comment dire, des municipalités qui faisaient toutes sortes d'obstacles à l'inscription de certains enfants. Alors, par exemple, ils leur demandaient des multiples documents du style justificatif de domicile, etc. Facture d'électricité, enfin bon, voilà, des choses comme ça. Alors maintenant, normalement, de ce point de vue-là, ça devrait aller mieux parce qu'il y a un décret qui est paru cette année et qui fixe la liste des 3 pièces qui sont nécessaires à l'inscription. C'est-à-dire qu'un maire ne peut plus en ajouter. Hein. Donc, là, déjà, de ce point de vue-là, c'était quelque chose qu'on demandait depuis longtemps. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est les difficultés de scolarisation. Alors, il y a quand même toujours des choses qui incombent à l'État, pas seulement aux communes. Alors, ce qui incombe à l'État, par exemple, bah, ça serait justement d'obliger les maires vraiment à recenser les enfants qui sont en âge d'être scolarisés dans leur commune. Or, l'État n'exerce pas de pression à ce niveau-là. La deuxième chose, ça pourrait être aussi qu'on sache clairement le nombre d'enfants non scolarisés en France. Or, ça peut paraître étonnant, mais c'est vrai. On ne sait pas clairement, on ne connaît pas clairement ce nombre. Quand je dis on, ce n'est pas seulement les associations, hein, c'est même les services de l'État.
les services de l'État ne savent pas exactement combien d'enfants ne sont pas scolarisés en France. Voilà. Et puis, il faudrait aussi que l'éducation nationale accepte de ne pas vouloir régler tout toute seule. C'est-à-dire qu'elle accepte l'aide de médiateurs, par exemple, qui pourraient aller dans les familles les plus éloignées de l'école. Or, jusqu'à maintenant, l'éducation nationale n'est pas du tout favorable à ça, quoi. Voilà. Donc, nous, on milite pour la création d'observatoires académiques de la non-scolarisation. Parce que la non-scolarisation, on le verra tout à l'heure, ça rejoint quand même vos préoccupations par rapport aux dérives sectaires quand même. Hein. Parce que dès qu'il n'y a plus de scolarisation, c'est la porte ouverte. Quoi, hein. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport aux violences institutionnelles. Et puis alors, la dernière violence institutionnelle, là, elle est terrible. Eh ben, c'est la grande pauvreté. Parce que la grande pauvreté, c'est une vraie violence, parce que la grande pauvreté, c'est vraiment un empêchement majeur pour les droits fondamentaux. Alors, en France, on a quand même 20% d'enfants qui vivent dans la pauvreté. Ça, c'est quelque chose, ça peut paraître énorme, mais c'est toutes les statistiques que nous avons. Alors ces enfants-là, ben, ce sont des enfants toujours pareils qui vivent dans des hébergements d'urgence, qui sont sans abri, qui ont des vies précaires. Ça fait quand même un enfant sur 5 qui est jugé en situation préoccupante d'exclusion sociale. Et ça, c'est l'UNICEF qui le dit. Hein. L'UNICEF a fait le point pour la France, et elle dit que pour la France, il y a un enfant sur 5 concernés par une situation potentielle d'exclusion sociale, ce qui est quand même beaucoup. Alors ces enfants, bon, ben, c'est évident de le dire, mais ils ne peuvent pas être disponibles pour les apprentissages scolaires, même s'ils vont à l'école, ça c'est évident, parce qu'ils sont dans des conditions de vie beaucoup trop précaires. Comme leurs parents, ils sont dans des formes d'urgence de la survie. Ils ont toutes sortes d'accès insuffisants à l'éducation, aux soins de santé, etc. Voilà quoi. Donc, l'éradication de la grande pauvreté, pour nous, devrait être une priorité nationale, clairement. Voilà, donc ça, juste c'était très rapidement, hein, par rapport aux violences institutionnelles. Alors la Ligue des droits de l'homme, dans le petit document qui vous a été adressé, fait tous ces constats-là et propose un ensemble de revendications, hein, de recommandations, plutôt je devrais dire, fondées sur les stipulations de la Convention internationale des droits de l'enfant. Voilà. Donc c'était juste quelques mots rapide sur à la fois, comment dire, c'était surtout sur la campagne de la Ligue des droits de l'homme dans le cadre de la Convention internationale des droits de l'enfant, dans le cadre de cette célébration des 30 ans, donc sur le thème des atteintes aux droits de l'enfant. Voilà. Alors je ne sais pas si, avant d'aborder le sujet suivant, si vous auriez des questions à poser sur le sujet ou des demandes de précision. Ben, s'il n'y en a pas. Je peux peut-être simplement signaler sur le sujet de la grande pauvreté, de la question de la réussite scolaire, le rapport de Jean-Paul Delahaye qui date de 2015, réussite scolaire et grande pauvreté, que je peux mettre en lien en complément du rapport du compte-rendu de cette réunion. Tout à fait, oui. Et moi, je pourrais vous envoyer le compte-rendu écrit, hein, si vous voulez, de cette partie-là, hein, même de l'ensemble. Hein, voilà. Comme ça, vous aurez le document écrit, quoi. Bon, alors donc, autre sujet, là qui rapidement aussi, mais là peut-être je vais peut-être pas vous apporter vous savez beaucoup de choses sur le sujet. J'ai essayé de faire un panorama des écoles privées hors contrat. Hein, hors contrat, parce que bon, voilà, c'est celle-là qui nous pose quand même problème. Hein. Alors, d'abord, quelques précisions sur ces écoles privées hors contrat. Ensuite, les différentes catégories. Ensuite, quel contrôle de l'État et puis quel avis on peut avoir par rapport à ça, quoi. Hein, voilà. Alors, quelques précisions. Alors, bon, pour être clair, hein, les écoles hors contrat, c'est quoi? Ben, vous le savez, hein, vous le savez mieux que moi même. Les écoles hors contrat, ben, comme leur nom l'indique, ce sont des établissements qui n'ont pas de contrat avec l'État.
Contrat qui les obligerait à respecter des horaires ou à respecter un programme déterminé par l'Éducation nationale. Voilà. On parle d'écoles conventionnées pour les écoles publiques, bien sûr, et pour les écoles privées conventionnées, qui ont des contrats. Ça, c'est l'ensemble des écoles conventionnées. Et les écoles hors contrat ou les établissements hors contrat, c'est tous ceux qui n'ont pas de convention. Alors, il faut aussi savoir quelque chose qui est particulier, c'est que, en fait, ce ne sont pas forcément des établissements privés entiers qui sont hors contrat. Le Code de l'éducation prévoit que les accords de convention sont passés par classe et non par établissement. C'est-à-dire qu'on peut avoir un établissement où toutes les classes sont hors contrat, ça c'est d'accord, mais on peut aussi avoir des établissements, et il y en a pas mal, où il y a quelques classes hors contrat et quelques classes conventionnées. Ça, c'est très particulier. Alors, un rapport sénatorial a précisé donc qu'il y avait, en 2018, il y avait 151 établissements d'enseignement qui étaient mixtes, c'est-à-dire où il y avait des classes conventionnées et des classes pas conventionnées. Voilà. Donc ça, c'est une petite précision. En autre information, les écoles hors contrat, ça concerne majoritairement l'enseignement primaire. Il y a 57% de l'ensemble des établissements hors contrat qui sont des établissements du premier degré. Autrement, le reste, ça se répartit dans les établissements du second degré et 9% pour les établissements post-baccalauréat, c'est-à-dire de l'enseignement supérieur. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les écoles hors contrat, elles sont concentrées en région parisienne et dans les grandes agglomérations. Alors, il y a des associations, on verra, qui essayent des implantations en campagne, mais en fait, non. La majorité, c'est à Paris et dans les grandes agglomérations. Enfin, en Paris ou en région parisienne. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bien sûr, les établissements hors contrat ne reçoivent normalement aucun argent public. Je dis normalement parce qu'on verra que certaines écoles hors contrat sont subventionnées par des régions, en particulier Île-de-France, qui subventionne quelques écoles hors contrat. Les écoles hors contrat sont soumises au contrôle de l'éducation nationale, quand même si elles ne sont pas subventionnées. Alors elles sont soumises au contrôle de l'éducation nationale sur des points bien particuliers, pas sur l'ensemble. Elles sont soumises au contrôle pourquoi? D'abord pour l'obligation scolaire, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir à jour des listes de présence d'élèves. Les élèves de moins de 16 ans doivent être listés et l'obligation scolaire doit être vérifiée. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est pour tout ce qui est l'ordre public, les bonnes mœurs, normalement les règles sanitaires et sociales, mais ça, les règles sanitaires, c'est pas toujours au point. Et l'éducation nationale vérifie l'acquisition des compétences du socle commun, c'est-à-dire ce qui est exigé à l'issue du socle commun, c'est-à-dire normalement c'est un niveau fin de cinquième, quoi. Voilà. Donc tout ce qui est défini, les enfants doivent l'avoir atteint. Mais peu importe la manière dont ils l'ont atteint, peu importe les horaires, etc. Voilà. Alors, malheureusement, l'éducation nationale, les inspecteurs inspectent actuellement pas plus d'une fois tous les 6 ou 7 ans au mieux. Au mieux. Alors que normalement, dans la nouvelle réglementation, enfin on en parlera tout à l'heure, il y a un texte qui est sorti le 17 avril 2018, qui prévoit une inspection par an. Alors je veux dire, pour faire une inspection par an, il va falloir qu'ils créent des postes d'inspecteurs, parce que ce n'est pas avec les effectifs actuels d'inspecteurs qu'il pourrait y avoir une inspection par an dans les écoles hors contrat. Voilà, donc ça c'est les généralités. Alors maintenant, en termes de chiffres, alors il y aurait actuellement en France, parce que
Ça c'est pareil, hein, on est dans le flou là. Hein. Il y aurait 1900 écoles privées hors contrat en France. Il y aurait 85 000 élèves dans ces établissements. 85 000 élèves, si on voit que l'ensemble des élèves scolarisés, c'est 12,4 millions. Donc ça fait 0,7% de la population scolaire. Il y aurait donc actuellement 0,7% de la population scolaire dans des écoles hors contrat. C'est vrai que ça peut paraître pas beaucoup, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces effectifs progressent d'année en année, de manière considérable. Ils ont été en hausse, ces effectifs, de 28% en 2017. Ils ont encore été en hausse de 26% en 2018 et encore de 15% en 2019. Donc on voit que c'est quand même un phénomène inquiétant. Hein. Et on verra tout à l'heure que c'est aussi lié à la scolarisation à domicile où les effectifs sont en hausse. Hein. Donc voilà, en gros, on peut dire que les effectifs ont doublé depuis 2010. Donc c'est quand même inquiétant. Alors, ça, c'était juste quelques précisions sur les écoles hors contrat. Les différentes catégories. Alors, on peut les ranger de la manière suivante. Il y a ce que j'appellerais les écoles qui affichent un profil pédagogique et à côté, il y a les établissements confessionnels. Voilà, en gros, les deux grandes catégories d'écoles hors contrat. Alors, les établissements qui affichent un profil pédagogique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Normalement, a priori, elles ne devraient pas poser trop de problèmes d'endoctrinement. Mais en réalité, on va voir que si, en réalité. Hein. Alors, profil pédagogique, on a à la base ce qu'on appelle les écoles de bachotage. Celles-là ne nous intéressent pas tellement, ce sont les petits cours privés où on est surtout là pour rattraper scolairement les enfants, les élèves, des petits effectifs, beaucoup d'études dirigées, beaucoup de stages pendant les vacances, des séjours linguistiques à l'étranger. Bon, ces écoles de bachotage, mais disons que bon, voilà, ça ne pose pas des problèmes d'endoctrinement ou de choses comme ça. Autre catégorie, après, on a les écoles Montessori. Alors, la plupart, en fait, de ces écoles, du point de vue des parents, sont surtout destinées à éviter la mixité sociale et scolaire. Hein. C'est-à-dire que les parents, ils sont bien contents de choisir ces écoles-là. Ah, je ne vous vois plus. Vous me voyez encore? Oui, oui, bien sûr. Oui, il y a toujours la mixité locale, hein, il n'y a pas de problème. Ah ben c'est bien, ben, tant mieux. Ben, alors là, moi j'ai un écran blanc, donc je ne sais pas pourquoi. Ah ça y est, j'y suis de nouveau. Donc les écoles Montessori. Les écoles Montessori, elles sont en France plus ou moins pilotées par une association qui s'appelle Éclore, E-C-L-O-R-E. Mais il n'y a pas tellement de label Montessori. C'est-à-dire que si demain, moi, je vais ouvrir une école Montessori, à la limite, je peux. Voilà, il n'y a pas tellement de contrôle à ce niveau-là. Alors, pour Montessori, soi-disant, seules les méthodes éprouvées scientifiquement sont légitimes. Alors ça, c'est déjà un postulat de départ contre lequel on peut s'élever parce que en matière de pédagogie, on sait très bien que la complexité de l'apprentissage, elle ne peut pas du tout se résoudre à une vérité scientifique unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une méthode pour apprendre, il n'y a pas un outil. Il y a un enfant, il apprend de toutes sortes de manières et avec plein d'outils et avec plein d'interactions, quoi. Alors, le but, en fait, en réalité, alors cette méthode, comme vous le savez, elle est fondée sur du matériel pédagogique très normé. Hein. Ça s'appelle le matériel Montessori, matériel qui coûte d'ailleurs assez cher. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que pour tout cet ensemble Montessori, le but, c'est de développer des alternatives aux services publics. C'est-à-dire, c'est de créer une espèce de libéralisation du marché scolaire. C'est-à-dire qu'en fait, avec la méthode Montessori, ce sont des enjeux marchands qui sont là. C'est beaucoup des histoires d'enjeux marchands. C'est-à-dire qu'ils veulent, en fait,
le mieux pour eux, c'est d'infiltrer l'éducation nationale avec leur matériel, hein, et non seulement avec leur matériel, mais aussi avec des sessions de formation. Parce que, soi-disant, pour utiliser leur matériel, il faut être formé. Donc, on commence à constater, et ça, il faut être très, très vigilant sur le sujet, des stages de formation qui ne font pas forcément payer d'ailleurs, qui se déroulent dans le cadre de l'éducation nationale, où on vient présenter le matériel Montessori. Et en fait, pour eux, c'est une niche incroyable, parce que il y a plein de, j'allais dire, il y a plein de pépettes derrière. Et c'est là qu'ils vont pouvoir vendre réellement. Et en fait, il y a les écoles Montessori qui se développent, il y en a de plus en plus, mais ce qu'il faut avoir présent en tête, c'est que pour eux, le vrai but, c'est d'infiltrer l'éducation nationale. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose de dangereux pour l'éducation nationale, c'est dangereux pour la laïcité, c'est dangereux pour la laïcité dans le sens qu'il faut que, comment dire, que l'école soit ouverte à tout le monde et qu'elle soit la moins coûteuse possible. Voilà, donc on pourra peut-être y revenir dans la discussion, mais en gros, voilà, pour les écoles Montessori. Alors, autre courant dans les écoles dites pédagogiques, vous en avez parlé tout à l'heure dans votre exposé, il y a les écoles Steiner. Alors là c'est autre chose. Là, on est en termes d'endoctrinement, ce sont les écoles qui posent vraiment problème, quoi. Et ça, vous le savez, c'est quelque chose que vous travaillez dans votre association. Alors actuellement, en France, il y aurait, on dit toujours il y aurait, parce que c'est pas très net, il y aurait 2500 enfants qui seraient répartis en France dans 22 structures. Voilà. Alors, le fondement idéologique de ces écoles est opaque. Vous en avez parlé, il repose sur l'anthroposophie. C'est un courant ésotérique, bien sûr, que vous connaissez. Le drame de l'affaire, c'est que les parents qui inscrivent les enfants dans ces écoles-là ne sont pas nécessairement, et même souvent pas, vraiment au courant du contenu doctrinal et du fond idéologique ésotérique et spiritualiste de ces écoles, quoi. Ils ne sont pas vraiment au courant. Et après, quand ils le sont, il y a vraiment des remontées, et ça, vous devez certainement en avoir dans vos associations. Ce qui est terrible dans ces écoles-là, c'est qu'il y a une vraie confusion entre le domaine privé et le domaine de l'école. Il y a une intrusion dans la vie familiale, il y a un engagement, alors ça se voit, l'engagement progressif des parents dans la vie de l'école est sollicité, ça peut paraître bien comme ça, mais en fait, alors il est sollicité par du bénévolat, il est sollicité d'un point de vue financier, mais en fait il y a une espèce de volonté d'émission, de rentrer dans la vie familiale, quoi. Voilà, et puis alors surtout aussi, peut-être pas surtout, mais aussi, on constate des vraies lacunes et des vrais retards scolaires chez les enfants qui sortent de ces écoles-là, alors qu'en fait, elles affichent soi-disant des performances extraordinaires, alors que pas du tout. Et on le voit quand les enfants veulent réintégrer l'éducation nationale, puisque comme pour tous les enfants des écoles hors contrat, ils sont obligés de passer un petit examen, quoi, un test de connaissances en maths, en français et en anglais. Voilà. Donc ça, c'était quelques mots sur les écoles Steiner. On a ce qu'on appelle encore dans le courant pédagogique les écoles libertaires. Alors là, il y en a pas mal, parce qu'il y a quand même une cinquantaine en France d'écoles dites libertaires, surtout basées en Ariège et en Ardèche, mais il y en a aussi quelques-unes à Paris. Elles font partie de la communauté européenne des écoles démocratiques. Ce sont des petites structures où il y a entre 20 et 50 élèves. Alors, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas d'obligation. Là, on est dans la liberté totale. Leur but, c'est, elles disent, alors voilà ce qu'elles disent que c'est de permettre aux enfants de faire leur propre choix concernant les apprentissages et tous les autres domaines de la vie. C'est-à-dire que les enfants choisissent ce qu'ils veulent apprendre, choisissent ce qu'ils veulent faire, choisissent comment ils veulent vivre, etc., quoi. Il n'y a pas d'emploi du temps, pas de programme, pas de classe d'âge, et les règles de vie sont élaborées collectivement. Alors, les enfants n'y semblent pas en danger. A priori,
il n'y aurait pas de dérive sectaire a priori, enfin vous en connaissez peut-être, mais enfin on ne sait jamais, tout est toujours possible. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il n'y a aucun apprentissage. Alors ça c'est sûr. Voilà. Donc ça, ce sont les écoles libertaires. Donc moi, alors vous en connaissez peut-être d'autres, mais moi, pour les écoles hors contrat à profil pédagogique, c'est tout ce que j'ai trouvé. Alors après, on rentre dans les établissements confessionnels. Alors les établissements confessionnels, il y en a 3 catégories. Il y a les écoles, les établissements musulmans, il y a les écoles hors contrat catholiques fondamentalistes, et il y a les écoles Espérance banlieue. Voilà, hein, les 3 grandes catégories. Et en dehors de ça, il y a l'enseignement à domicile. Alors, pour les établissements musulmans, en France, il faut constater que depuis une dizaine d'années, l'enseignement musulman émerge. Ça, c'est sûr. Alors, il y a 3 catégories d'établissements musulmans. Il y a les écoles coraniques, qui sont presque toujours liées aux mosquées. Il y a les écoles privées musulmanes, élémentaires et secondaires. C'est celles-là qui émergent le plus en ce moment. Et il y a quelques établissements d'enseignement supérieur. Voilà, mais ça ne concerne pas la scolarité obligatoire. Alors, dans les écoles coraniques et pour les écoles privées musulmanes, on compterait, alors là c'est pareil, les chiffres, hein, on compterait actuellement 120 écoles, alors qu'il y en avait un seul établissement qui avait été recensé en l'an 2000. Je parle là pour les écoles privées. Hein, voilà, on compterait 120 écoles privées élémentaires et secondaires actuellement en France. Alors, ce qui justifie, selon eux, l'existence de cette école, selon ces groupes qui mettent en place ces écoles, c'est une incompatibilité entre l'éducation musulmane et le quotidien de l'école de la République. C'est-à-dire que l'école de la République, c'est incompatible, selon eux, avec l'éducation musulmane. Et leur but, c'est d'enseigner dès le plus jeune âge les valeurs musulmanes et la langue arabe. Alors, bon, ça après on peut en discuter. Je ne sais pas, on pourra, voilà, moi j'ai pas trop d'autres éléments à dire à ce sujet-là. Pour les établissements d'enseignement supérieur, là, bon, bah, simplement, ce sont des instituts islamiques. Ils ne possèdent pas de convention avec l'université, hein, puisqu'ils sont hors contrat. Donc, s'ils ne possèdent pas de convention avec l'université, ça veut dire que leurs diplômes ne sont pas reconnus, hein, par l'État, et ça veut dire qu'ils ne peuvent pas accueillir d'élèves boursiers, enfin de jeunes boursiers. Hein. Voilà. Là, pour le coup, on ne sait pas combien il y a d'instituts islamiques supérieurs. Voilà. Donc, ça, c'était pour les musulmans. Maintenant, pour les catholiques. Alors, quand on dit les catholiques, on dit les fondamentalistes catholiques, parce que les écoles hors contrat, hein, elles sont vraiment traditionnalistes. Alors, ce sont les plus nombreuses dans l'enseignement confessionnel hors contrat. Ce sont les plus nombreuses. Alors, en particulier, il y a un groupe qui domine, c'est celui de la fraternité Saint-Pie-X. Là, c'est eux qui ont le plus d'écoles hors contrat catholique. Ils ont une 60aine d'établissements. Et encore, c'était en 2019, mais ça augmente d'année en année. C'est 1/3 des écoles catholiques hors contrat, rien que de ce groupe-là, la fraternité Saint-Pie-X. Alors, ces écoles catholiques hors contrat en général, elles sont en pleine croissance. Il y en a entre 200 et 300 en France. Elles ont émergé beaucoup au moment du mouvement de la manif pour tous. C'est à ce moment-là qu'elles se sont développées. Alors bon, moi je ne suis pas une spécialiste des affaires religieuses, mais j'ai lu qu'elles ne demandent pas, en fait, ces écoles, la reconnaissance canonique de l'évêque. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont certes catholiques, mais en fait, elles ne cherchent pas la reconnaissance de l'évêché. C'est-à-dire qu'elles se situent complètement, on peut presque dire, en dehors de l'Église française, quoi. Et elles ne demandent bien sûr surtout pas à être conventionnées. Elles revendiquent le fait d'être libres et pas conventionnées. Voilà. Alors elles, c'est terrible parce que pour elles,
Elles disent ouvertement que l'éducation nationale détruit les cerveaux, que l'éducation nationale avilit l'âme. Ce sont des écoles qui imposent des croyances au détriment des savoirs, ça c'est clair. Les rapports d'inspection, quand il y en a quelques-uns, ont quand même trouvé des perles. Hein. Ça, vous le savez peut-être, mais je vous en donnerai quelques-unes. Et la troisième catégorie d'établissements conventionnels, c'est la plus récente, ça s'appelle les écoles Espérance banlieue. Alors, elles font partie des écoles traditionnalistes. Elles ont été fondées par un militant de Civitas qui s'appelle Éric Mestralet, qui affiche une volonté de reconquête catholique de la cité. Alors, Espérance banlieue, parce qu'elle s'adresse aux enfants de banlieue et aux enfants plutôt en grande difficulté. Elles s'annoncent comme aconfessionnelles, c'est-à-dire elles n'annoncent pas, elles n'affichent pas leur fondement religieux et même traditionnaliste, elles ne l'affichent pas. Elles ne se disent pas laïques, mais elles se disent aconfessionnelles, ce qui est complètement faux. Alors, selon leur communication, le miracle s'opérerait, c'est-à-dire que les enfants, grâce à leur méthode, les élèves retrouveraient le goût du travail, le respect de l'autre, etc. En fait, les constats des parents sont complètement différents. Les progrès scolaires des enfants sont souvent inexistants. Le recrutement des enseignants, ça ne se fait pas du tout sur leurs compétences pédagogiques, ça se fait beaucoup sur leur engagement idéologique. Hein, et voilà. Et ce sont des écoles qui favorisent aussi, en dehors de l'aspect religieux, qui favorisent un espèce d'enracinement dans le patriotisme. Par exemple, on y lève les couleurs tous les matins. On porte l'uniforme. Ce sont des écoles qui sont fondées sur l'espèce de sens de l'entraide et de la solidarité, qui appliquent les méthodes du scoutisme. Par exemple, on fait la vaisselle, etc. Bon, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, mais bon, il y a un endoctrinement nationaliste et il y a une éducation surtout très autoritaire. Il y a eu des plaintes pour mauvais traitement en 2017. Des enfants qui étaient battus quand même. Hein, voilà. Donc, c'est quelque chose de très dangereux, les écoles Espérance banlieue. Elles sont financées par les entreprises du CAC 40. Hein. Les sommes sont défiscalisées, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des cadeaux de l'État qui auraient pu servir à l'action publique et au financement, voilà, mais qui servent à ces écoles-là. Et il y a, comme je le disais tout à l'heure, quand même 2 régions qui ont financé ces écoles-là et qui continuent d'ailleurs à les financer. Il y a la région Île-de-France qui a quand même donné 35 000 € aux écoles Espérance banlieue de l'Île-de-France. Enfin, elle avait donné en 2019, je ne sais pas après ce qu'elle donne. Et il y a la région Auvergne aussi. Voilà. Et le ministre Blanquer, il faut savoir qu'en 2016, quand il n'était encore pas ministre, il avait dit dans un discours que les écoles Espérance banlieue étaient un modèle qu'il fallait suivre. Donc, on voit que ce sont des écoles qui ont l'oreille du ministère, quoi. Et on peut dire que de manière générale, elles ont une conception très conservatrice de l'enseignement. Alors, ça, c'était pour les écoles hors contrat. Il faut avoir en tête l'enseignement à domicile qui augmente d'année en année. Alors là, il va certainement être stoppé puisque vous avez vu que Emmanuel Macron, dans son dernier discours, a dit qu'il allait être supprimé sauf pour des raisons de santé. Alors, moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire. Il était en plein essor. Il est passé quand même, il y avait 18 000 enfants scolarisés à domicile en 2010 et nous sommes quand même à 50 000 enfants scolarisés à domicile en 2019. Ce qui est quand même énorme, quoi. Hein, ce qui est énorme. Alors, c'est un mouvement qui se développe, qui est un peu embêtant, qui est même plus qu'embêtant, parce que c'est là qu'en fait, on ne peut pas l'affirmer vraiment, mais la scolarisation à domicile cache aussi des scolarisations dans des établissements qui ne sont pas du tout, comment dire, recensés ni acceptés, quoi, dans des écoles, dans des établissements, comment je dirais, bon, enfin voilà, qui ne sont pas déclarés.
Alors, par rapport à tout cela, eh ben voilà, juste, je sais pas, on parlera peut-être tout à l'heure de la scolarisation à domicile, mais je vais m'arrêter là sur le sujet. Alors, quel contrôle de l'État? La scolarisation à domicile jusqu'à maintenant était quand même contrôlée. Normalement, elle doit l'être une fois par an, mais je peux vous dire que pour les mêmes raisons, il n'y a pas suffisamment d'inspecteurs pour pouvoir inspecter une fois par an tous les enfants qui sont scolarisés à domicile, parce que ça prend une matinée quand même de scolariser un enfant à domicile. Donc c'est quand même, voilà, quoi, ça demande du temps, de l'énergie, etc. Les enfants doivent maîtriser les compétences du socle, là aussi, et si les résultats sont insuffisants, l'inspecteur d'académie peut imposer le retour à l'école. Mais bon, ce ne sera plus d'actualité puisque ça va être supprimé. Les écoles hors contrat, je l'ai déjà dit, elles sont de fait en ce moment contrôlées au mieux tous les 6 ou 7 ans. Alors, on a des inspections, elles ont trouvé des trucs terribles. Les rapports d'inspection, enfin, vous les avez peut-être vus, ces rapports d'inspection-là, je crois que c'est peut-être chez vous que j'ai vu ça. On lit quand même Pétain, sauveur de la France. Il y a des enseignants qui peuvent dire ça en cours d'histoire. Il y a des enseignants qui peuvent dire à leurs élèves l'avortement est un meurtre, qui peuvent dire l'homosexualité est une aberration, qui peuvent dire aussi en cours d'histoire, qui peuvent présenter Hitler comme le plus grand bâtisseur social, qui peuvent dire aussi l'homme a été créé par Dieu, ou bien 1789 est le fait du diable. Je veux dire que voilà, ça c'est l'enseignement dans les écoles hors contrat, quoi. Alors, les inspecteurs qui font ces constats-là, eh bien, ils le consignent dans leur rapport, mais c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Et en fait, on constate que les rapports ne sont pas suivis des faits. C'est pour ça que souvent, les inspecteurs sont un peu démobilisés sur le sujet, parce que voilà, il n'y a pas de suite. Et on peut dire que souvent, l'État renonce à ses prérogatives de contrôle, parce que normalement, l'État doit contrôler, elle a le devoir de protéger les enfants. C'est l'article 14 de la Convention des droits de l'enfant, quoi. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire sur le sujet. Après, se pose toujours la question de que deviennent les enfants qui quittent le système éducatif, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui quittent le système éducatif, et là, c'est le plus grand flou. Et là, il y a vraiment un vrai problème. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur les déscolarisations ou les enfants pas scolarisés. Il y a un vrai problème parce que les maires ne recensent pas tous les enfants de leur territoire, parce que normalement, on devrait pouvoir les suivre avec l'éducation nationale. Il y avait la chose qui s'appelait base élève, qui devrait pouvoir le suivre, mais quand les parents désinscrivent leur enfant dans un établissement scolaire, ils peuvent très bien dire au chef d'établissement, ben écoutez, on ne sait pas encore où il va aller, mais on vous le dira, etc. Puis hop, ils s'en vont, ils partent dans la nature, et puis le chef d'établissement n'en a plus de nouvelles, quoi. Quant à la caisse d'allocation familiale, elle ne réagit que si l'école signale que l'enfant n'est plus scolarisé. Mais si l'école ne le signale pas, elle ne réagit pas. Donc les gens peuvent continuer à percevoir les allocations familiales, quoi. Voilà. Donc pour en terminer, je dirais que c'est vrai qu'actuellement les pouvoirs publics semblent surtout préoccupés par l'implantation d'écoles clandestines islamiques. C'est vrai que c'est une préoccupation légitime, mais sur le terrain, dans les régions, il semble que les vraies menaces, elles viennent surtout des écoles traditionnalistes, fondamentalistes catholiques, qui semblent croître en nombre et en influence. Voilà, ça c'est déjà une chose. Et par ailleurs, ce qu'on peut aussi dire, comme je disais tout à l'heure, ce qui est terrible, c'est la méconnaissance des parents sur le contenu doctrinal voilà, qui est de l'enseignement. On a affaire à des mineurs qui sont un public vulnérable, c'est une cible privilégiée, des mouvements à caractère sectaire. Et voilà, donc on rejoint là la Convention internationale des droits de l'enfant qui nous dit que la notion de l'intérêt supérieur de l'enfant, eh bien, elle doit commander et que chaque État doit garantir les conditions de vie et d'éducation
pour permettre à un enfant de s'épanouir et de devenir progressivement un individu autonome et responsable. Voilà, c'est pourquoi toutes ces écoles hors contrat, tout cela peut nous inquiéter, peut légitimement nous inquiéter. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je suis, bien sûr, on peut ouvrir un débat où je peux répondre à vos questions. Voilà. Ou si vous voulez compléter. Merci Hélène, c'était vraiment formidable ton intervention. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup, merci bien. J'espère que je n'ai pas trop enfoncé de porte ouverte parce que ça, c'est